Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi ce matin de lancer un nouvel épisode du podcast Parlons de votre mental. Et pour ce nouvel épisode, je suis allé à la rencontre de Charlotte Desrosiers Natral. Salut Charlotte. Bonjour Sébastien. Alors, comment ça va Charlotte ? Écoute, ça va bien, à part mon fils qui a la grippe, j'ai découvert qu'il avait la grippe ce matin. Sinon, tout va bien, il fait beau, le soleil brille, donc je suis en forme. Ah oui, et effectivement, le soleil brille. Je crois que tu es dans le sud, c'est ça ? Oui, je vis à Marseille. Ah oui, j'y étais jusqu'à avant-hier. J'étais pas très loin. Effectivement, c'est vrai, c'est agréable de vivre dans le sud. Alors, Charlotte, du coup, on est là pour parler un peu de ton mental. Et comment, du coup, tu gères un petit peu ce mental depuis quelques années. Je crois que tu es passé par on va dire une carrière dans le marketing et puis un jour tu as eu cette petite voix qui t'a dit qu'il fallait que tu changes d'orientation. Est-ce que c'est bien ça ? Alors, je dirais que c'est plus des cris de mon corps que ma petite voix qui m'ont parlé. En fait, j'ai été dans le marketing pendant 15 ans. Les 10 dernières années, j'étais directrice marketing dans l'univers du logiciel. Et puis les 10 dernières années ont été assez particulières parce que j'ai travaillé pendant 6 ans dans l'entreprise de mon mari. On était déjà ensemble et j'ai rejoint l'entreprise qu'il avait créée. Et j'ai accompagné, je suis arrivée, l'entreprise avait 1 an et j'ai accompagné vraiment la croissance de cette entreprise. Et je me suis fait chasser pour un très gros job qui était basé à Paris parce qu'à l'époque de l'entreprise où je travaillais pour mon mari, à cette époque-là, on vivait à Marseille. Sachant que je suis parisienne, donc dans ma vie, j'aurais fait Paris, Marseille, Paris, Marseille. Et donc je me suis fait chasser pour un poste que mon ego ne voyait pas se refuser, que il y avait quand même un côté où j'étais contente de retourner vivre à Paris parce que on avait 2 enfants qui étaient en bas âge et on n'a aucune famille à Marseille. Et donc c'était quand même plus tranquille et d'avoir quand même la famille proche à proximité, et puis aussi chouette de pouvoir passer du temps avec nos familles et nos enfants en bas âge, qu'on puisse en profiter mutuellement les uns des autres. Et puis donc j'ai quitté l'entreprise de mon mari, on a quitté Marseille et là en fait je suis rentrée dans une espèce de tunnel on va dire noir. J'avais besoin de me prouver des choses à moi-même, donc avoir tous ces fameux KPI de la réussite qui sont le gros salaire, la place au comité de direction, le truc où quand tu dis ce que tu fais, les gens te regardent, font ah ouais, waouh, t'as réussi. Et sauf qu'en fait, ce truc-là, c'était, je pense que je le faisais pour des mauvaises raisons, qui étaient des raisons d'ego. Et puis fondamentalement j'étais pas bien, c'est-à-dire que mon corps a commencé à me parler, donc j'ai pris un nouveau job, ça a été quand même très riche dans le sens où on m'a dit ok, on s'est mis d'accord le 2 octobre avec mon boss et avec mon futur nouveau boss, et entre-temps donc je devais commencer début janvier, et là il fallait que je vende ma maison, qu'on trouve un appartement à Paris, une nounou, une école, et que je finisse mon job bien parce que c'était quand même la boîte de mon mari, donc je voulais déjà de base je veux partir dans des très bonnes, enfin que tout se passe bien, mais alors
encore plus avec la boîte de mon mari. Et puis la boîte où j'étais, évidemment, ils m'attendaient entre guillemets comme le Messie, et donc je me suis dit je peux pas ne pas commencer un peu à bosser pour eux. Et puis c'était un job international, sachant que j'avais pas parlé anglais depuis mon stage à Londres, donc c'était peut-être 7-8 ans avant, tu vois. Donc j'ai pris des cours d'anglais, et là mon corps a commencé à m'envoyer un petit signal. J'ai eu un ulcère à l'estomac, un début. Là je me suis dit ok Charlotte, va falloir ralentir, j'avais pas encore commencé le job, tu vois. Et ce job là, si tu veux, j'avais l'impression, il y avait beaucoup d'attentes, et moi je avais aussi, comme finalement j'avais pas tout ce c'était un pari pour eux de me prendre, parce que j'avais pas managé 20 personnes, parce que j'avais pas bossé à l'international, et donc j'avais besoin et envie de leur prouver que je pouvais le faire. J'ai réussi, sauf que mon corps m'a envoyé des signaux très forts qui étaient à la fois physiques, tu vois, j'avais la main qui tremblait tout le temps, mais j'avais aussi des signaux comportementaux, j'étais irascible, odieuse, j'avais perdu ma joie de vivre. Et là, mon mari m'a dit, écoute Charlotte, soit tu changes de job, soit tu fais quelque chose, mais en tout cas, t'es plus la femme que j'aime, donc faut faire quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans cette boîte-là, je pourrais pas être moi, je pourrais pas être heureuse. Et donc, j'ai décidé, je me suis dit, ma petite voix m'a dit, si tu restes dans cette boîte, tu vas faire un burn-out. Donc, il faut partir. Et à cette époque, j'avais une chance, entre guillemets, qui était que j'étais très, très souvent chassée, parce qu'on n'était pas très nombreux ou nombreuses à faire ce métier depuis plusieurs années avec des résultats et tout. Et donc, je me suis fait chasser, j'ai trouvé un job, et là, je me suis dit, allez, je me prends 1 mois de repos entre les 2 jobs, je me prends une coach pour reprendre confiance en moi. Enfin, vraiment, genre, je me dis, je me mets dans les bonnes dispositions, je passe un entretien, enfin, je fais limite moi-même passer les entretiens avec les gens avec qui je vais bosser pour être sûr qu'on est raccord, aligné. Et là, j'attaque, et au bout de 2 mois, je me dis non, mais enfin 2 mois, 3 mois, là je me dis non, en fait ça va pas le faire. Et puis je commence à plus dormir la nuit et tout, et je me dis Charlotte, faut partir. Donc comme j'avais été encore chassée, hop, bing, je saute sur le truc. Pareil, je me dis, je me fais ma liste de ce que je veux plus dans un job, chose que donc je fais. Et là, je commence un nouveau job, mais là ma petite voix me dit Charlotte, c'est la dernière fois de ta vie que tu fais ce métier. Mais j'avais encore des trucs à me prouver, tu vois. J'avais encore besoin de gravir des étapes, de me dire allez, je peux gagner encore plus d'argent. Enfin, le truc vraiment pas sain du tout. Et là, mon corps a commencé à me parler un petit peu, machin. Ça passait. Et puis, au bout de un peu plus d'1 an, là, mon corps, il m'a pu parler, il m'a crié dessus. Et donc là, j'ai vraiment fait un burn-out. Et ce qui est fou, si tu veux, c'est que j'ai eu un premier gros signe. Enfin, j'ai fait un malaise en mode, j'ai limite cru que je faisais une crise cardiaque, si tu veux. Et ça, c'était un samedi. Je suis retournée travailler le lundi matin, tu vois. Et le médecin m'a dit, je vous arrête. J'ai dit non, vous m'arrêtez pas. Là, je peux pas. C'est la fin du trimestre. On est en pleine levée de fonds. Vous comprenez pas. Je ne peux pas m'arrêter. Et j'ai attendu 1 mois et demi, 2 mois, le fait de ne plus être capable de travailler pour me dire stop, en fait. Et là, si tu veux, c'est là où j'ai compris, c'est là où je me suis posée. Bon, je sais, ça a été une période très, très compliquée parce qu'en fait, j'avais perdu le goût dans la vie, j'avais perdu toute mon énergie, mais vraiment j'avais l'impression qu'on m'avait mis dans une lessiveuse et qu'on m'avait pris vraiment tout mon jus à la fois d'énergie physique, énergie mentale, énergie d'amour, énergie de plaisir. Enfin vraiment j'étais j'arrive jamais à le dire, encéphalogramme plat, tu vois, vraiment plus rien quoi. Et l'ombre de moi-même. Et à cette époque, j'ai lu un livre qui m'a vraiment changer ma vision du monde, qui a été écrit par Thomas Samut, dont on avait parlé ensemble. Thomas Samut, c'est un préparateur mental très très connu en France, qui a entraîné tous les plus grands nageurs français. Et Thomas, donc, il a écrit un livre qui s'appelle Un cancre dans les étoiles. Et il dit un truc qui peut paraître mais complètement
basique, bateau, ce que tu veux, mais moi, cette phrase m'a fait un électrochoc. Et cette phrase, elle disait que, en fait, le bonheur n'est pas dans l'atteinte des objectifs, mais le bonheur est dans le chemin. Et là, je me suis dit, non mais attends, mais en effet, moi, le truc, c'est que à chaque fois, je me disais, je serai heureuse quand j'aurai atteint tel objectif. J'atteignais l'objectif. On va prendre l'exemple du job là où j'étais chassée avec le gros salaire, le machin. Je me disais, allez, je vais inviter mon mari à dîner dans un super resto pour fêter ce job de ouf que je viens de décrocher. Et là, je commence ce job et là, je me dis, ah non, mais je vais quand même attendre la fin de la période d'essai pour, tu vois, fêter ça. Parce que bon, en fait, oui, j'ai eu le job, mais bon, c'est pas encore complètement acquis parce qu'il y a la période d'essai. La période d'essai passe, je suis confirmée. Et là, je me dis, non, mais en fait, je suis pas si heureuse que ça dans ce job, donc je vais quand même pas fêter un truc avec lui où finalement, je suis pas si bien. Et là, rebelote, ça fait ça sur 3 jobs. et en fait, c'est des trucs, tu vois, où pareil sur, tu vois, mes objectifs trimestriels, j'atteignais mon objectif trimestriel, on en avait chié, enfin, je suis vulgaire, mais on en a vraiment chié avec mon équipe. Vraiment, on se démenait comme des malades, on bossait, mais comme des tarés, on mettait toute notre énergie, tout notre investissement, on donnait tout, on atteignait notre objectif. Et là, entretien trimestriel avec mon boss qui me dit, ok, donc c'est bien, vous avez atteint votre objectif, mais bon, il y a ça et ça et ça et ça qui va pas. Et comme on sait que le cerveau ne retient que mais il y a ça et ça et ça et ça qui ne va pas. Résultat, si tu veux, je sortais de ces rendez-vous en mode dépitée. Moi, je m'étais dit, je vais être heureuse quand j'aurai atteint cet objectif, mais on me mettait un espèce de coup de bambou dans la tête qui faisait qu'au final, j'étais jamais heureuse, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc, tu vois, qui m'a permis de m'ouvrir les yeux sur le monde, sur la vision du monde. Et c'est difficile parfois, tu vois, quand depuis, j'ai créé une entreprise et parfois, en effet, tu te dis, ah bah oui, tu vois, donc j'ai eu le chômage, j'ai eu la chance d'avoir le chômage pendant 2 ans. Et tu vois, souvent, je me dis, je serai heureuse quand j'arriverai à vivre de mon projet. Et voilà, maintenant, ça y est, je vis de mon projet, mais je me dis, quand j'aurai des revenus vraiment fixes tout le temps, enfin, tu vois, en fait, le cerveau je sais pas si tout le monde est comme ça, mais en tout cas, le mien, il a vraiment ce truc de toujours challenger en disant, ah bah oui, mais du coup, c'est vraiment un truc, un travail sur soi-même, un auto-coaching, entre guillemets, de se dire, j'apprends à profiter de ce que j'ai au moment donné et à ce moment donné-là. Et oui, il y a des choses qui sont perfectionnables, mais apprenons à se réjouir et se dire qu'en fait, c'est le fameux ici et maintenant. Tu vois, moi, je suis pas, c'est pas forcément une phrase qui me parle et parce que parfois il est un peu trop en mode, t'as les startups, faut être bienveillant et t'as tout ce qui est mindfulness en mode le ici et maintenant, tu vois. Mais en effet, c'est savoir profiter du moment tout de suite maintenant et de se dire, arrêtons de penser à ce qu'on va faire après alors que, je sais pas, t'es avec tes copains, regarder ton téléphone et répondre à un autre copain. Non, en fait, profite du moment avec tes copains, en fait. Et c'est des petits détails, mais c'est vraiment un état d'esprit et de savoir se dire, tu vois, moi maintenant tout de suite, je suis dans mon bureau, dans ma maison, face à mon jardin avec le ciel bleu. Quand on était retourné à Paris, à chaque fois que je retournais voir les copains à Marseille, j'avais besoin de 3 semaines pour me remettre. Oui, ça n'a pas été simple de déménager, de requitter Paris. Oui, ça n'a pas été simple de trouver une maison. On a fait beaucoup de travaux dans la maison, donc j'ai vraiment souffert de ce chantier. Mais bon, maintenant, tu vois, j'ai les 2 pieds par terre, je regarde le ciel bleu, je regarde mon jardin et je me dis, faut profiter. Bon, tu nous as bien planté le décor. On a bien compris, du coup, d'où tu viens, ton parcours aussi, qui est une grande richesse, et puis comme tu disais si justement, en fait, ça a été un chemin, en fait, qui t'a permis certainement de grandir, et puis d'introspecter aussi en toi, pour arriver aujourd'hui finalement à faire ce que tu fais, c'est-à-dire des conférences,
voilà, et tout ce qui t'anime, pardon, par rapport à ton entreprise. J'ai envie de te poser une question. Du coup, avec le recul, de quoi tu es le plus satisfaite? Je suis le plus satisfaite d'être moi-même, en fait, dans le sens où je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas, je ne me respectais pas et je ne m'aimais pas. Et si tu veux, ça a été vraiment, tu vois, bon, pour pouvoir me reconstruire, j'ai fait beaucoup de choses. Quand je dis beaucoup de choses, j'ai fait de la sophrologie, je suis allée voir évidemment un psychiatre, je suis allée voir des magnétiseurs. Enfin, j'ai vraiment exploré beaucoup de choses pour pouvoir me retrouver mon énergie. Et en fait, finalement, en voulant retrouver mon énergie, en fait, je me suis découverte. Et oui, le truc dont je suis hyper fière, c'est qu'aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et au fait, ce qui est assez magique, si tu veux, c'est qu'avant, j'attendais énormément du regard des autres. C'est-à-dire que finalement, pour être heureuse, j'avais besoin de voir les autres dire ah waouh, c'est chouette ce qu'elle fait et tout. Aujourd'hui, oui, c'est toujours agréable quand t'as des gens qui te font des compliments, quand tu vois la fierté dans le regard de ton mari. Mais j'ai plus besoin de ça pour me sentir bien. On va dire que c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est plus mon moteur en fait. Tu vois, c'est mes ailes, mais c'est pas mon moteur. Et ça change tout parce qu'en fait c'est pas sain d'aller chercher ça dans le regard des autres, parce que les autres, tu leur en demandes trop en fait, et puis accessoirement tu vas attendre de certaines personnes des choses dont ils ne sont pas capables de faire. C'est-à-dire, tu vois, moi je sais qu'à un moment j'ai le regard de mon boss était très très important. J'étais limite rentrée dans une espèce de relation parent-enfant, alors que là en l'occurrence, ce boss là, il était plus jeune que moi. Tu vois, il avait genre 5 ans de moins que moi. Et moi, j'avais déjà conscience que j'avais besoin de beaucoup de reconnaissance. Et en entretien de recrutement, j'avais discuté avec des personnes qui étaient managées aussi par lui. Il m'avait dit, écoute, sache que c'est un super manager, mais alors en termes de reconnaissance, c'est vraiment pas son truc, quoi. Et donc, j'en avais parlé avec lui dans le processus de recrutement en lui disant, tu sais, moi, voilà, la reconnaissance, c'est vraiment un truc important pour moi. Et lui m'a dit, écoute, moi, il était conscient qu'il n'était pas bon là-dessus. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait que on allait essayer tous les deux de faire un effort sur le sujet. Bon, en vrai, on aurait dû mettre en place des vrais trucs pour pouvoir faire en sorte que lui puisse bosser dessus et moi aussi. Mais bon, passons. Et ce truc-là, tu vas te dire qu'aujourd'hui, ouais, ne plus avoir à attendre de se dire il faut que j'ai tant de commentaires sur telle publication. Oui, t'es content quand t'as des commentaires et des likes sur une publication sur Instagram. Mais en fait, moi, quand je vois des commentaires et des likes, c'est juste que je me dis c'est chouette parce que ça a parlé à des gens et ça leur a fait du bien. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de se dire ouais, trop bien, on a aimé mon truc et ça me gargarise. C'est pas ça. Et ma deuxième fierté, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, qui est un peu la continuité de ça, c'est que moi, à l'époque où j'étais complètement perdue, on m'a dit, Charlotte, je suis allée voir un psychiatre et on m'a dit, il faut que tu fasses un bilan de compétences. Et à cette époque-là, j'étais quand même pas en forme, hein, on peut le dire. Et je me suis dit, ok, je vais regarder, on m'avait parlé de différentes choses et tout, mais je me reconnaissais pas dans les trucs, tu vois. Et sans être dans la mentalisation de pourquoi je ne me reconnaissais pas dans ces trucs, je le sentais pas. Ma petite voix le sentait pas. Et donc, du coup, j'ai, comme je te disais, j'ai fait plein de choses, magnétiseur, j'ai fait un programme de psychologie positive, j'ai été suivie par une coach de vie, j'ai lu énormément de livres de développement personnel, écouté des podcasts et compagnie. Et puis au final, en fait, à force de tout ça, je me suis créé mon métier sur mesure, je me suis créé ma vie sur mesure, parce que moi, je fais partie, je suis dans, même si je déteste les cases, mais c'est entre guillemets, c'est plus que c'est pas des cases, c'est des profils. C'est que j'ai découvert que je suis hypersensible. Et quelque chose, si tu veux, qui pour moi était
souvent, un jour, j'ai lu un livre il y a pas longtemps, et là, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, je suis hypersensible, et j'ai plein de moments dans ma vie qui sont ressortis, et je me suis dit, mais oui, mais en fait, ça, j'étais mal à l'aise de ce moment-là, mais c'est parce que je suis hypersensible, en fait. Et enfin, tu vois, ces moments-là, c'est genre, j'écoute une musique qui s'appelle la Moldao de Smetana. J'étais, je sais pas, en 6e ou en 5e en cours de musique. Et là, je me mets à pleurer pendant le cours de musique, tu vois, en entendant cette musique. Rien que d'y penser, là, j'ai encore les yeux qui piquent, tu vois. Et parce que dès que j'écoute cette musique, c'est une musique qui est longue, qui dure 7 minutes, mais qui raconte l'histoire ça raconte l'histoire du Danube, et tu vas avoir le Danube qui passe à différents moments il va passer dans la ville, donc tu vas avoir des bruits très métalliques, il va passer dans la campagne, donc tu vas être plus dans le truc de festif, et c'est vraiment c'est l'histoire du Danube. Et si tu veux, moi, j'étais en 6e, 5e, et je me disais, mais Charlotte, mais t'es vraiment grave, tu pleures en écoutant une musique, quoi. Pareil, j'étais dans une école catholique, et un jour, je vais le vendredi saint, chemin de croix et tout. On fait chemin de croix, il raconte, la crucifixion du Christ. Et là, je me mets à chialer, quoi. Mais je me mets tu vois, j'ai les yeux qui piquent, je me sens pas bien, vraiment comme une émotion très, très forte, quoi. Et je me suis dit, mais Charlotte, t'es grave, quoi. Et plein de moments comme ça, si tu veux, dans ma vie qui me sont remontés. Je me suis dit, bah oui, mais en fait, c'est que t'es hypersensible. Et savoir que t'es hypersensible, ça te change énormément de choses, parce que là où potentiellement il y a des choses où tu le voyais comme un truc genre un truc négatif, en fait, c'est se dire, être hypersensible, soit c'est un beau boulet que tu traînes derrière toi parce que t'en es pas conscient et que tu l'exploites pas, soit c'est un cadeau du ciel, et voilà. Et en fait, tu vois, typiquement, pour moi, c'est hyper important que les gens ils sachent s'ils sont hypersensibles ou pas, et il y a un test scientifique qui permet de pouvoir le dire, et que j'ai mis à disposition sur mon site internet, parce que pour moi, c'était hyper important de permettre aux gens de savoir s'ils sont hypersensibles ou pas. Et j'ai découvert aussi, tu vois, que je suis multipotentielle. C'est-à-dire que moi, tu me dis, Charlotte, est-ce que de quoi t'es une spécialiste? En fait, je suis une spécialiste de rien. Moi, je suis une boîte à outils, je suis un couteau suisse, tu vois. Je vais pas être la scie qui va te permettre de tronçonner ton arbre, mais par contre, je vais être la scie qui va être là pour pouvoir faire plein de petites choses. Et au moment, tu vois, où après, donc j'ai un peu intellectualisé la démarche, et en fait, les bilans de compétences que j'avais vus, tout ce que j'avais vu, ça me permet, t'es OK, t'as tel métier aujourd'hui, et dans quelle case du fichier Pôle emploi tu vas pouvoir retomber, et quel va être le métier que tu vas pouvoir faire. Sachant que moi, mon enjeu, c'était pas de trouver un métier où j'avais les compétences, parce que j'avais les compétences pour faire mon job. J'étais même, en toute humilité, excellente dans mon job. Mais le truc, c'est que j'étais pas heureuse, en fait. Et ce que j'ai compris après, c'est que j'étais pas dans ma zone de génie. La zone de génie, c'est le truc où tu vas faire un job où tu as les compétences, où tu as même les compétences plus, parce que tu t'es vraiment très bon dans ça. Tu as tes talents qui sont utilisés pour faire ça, mais tu as cette espèce de supplément d'âme qui fait que ça va avoir du sens pour toi de le faire. Et donc, ça va être un truc génial, parce qu'en fait, tu vas faire un truc qui va t'apporter de la satisfaction personnelle et qui va aider les autres. Et ça, qui va aider les autres, qui va apporter un truc au monde, en fait. Et c'est ce petit truc-là, si tu veux, où du coup, moi, je me suis dit, je me suis dit, en créant Pourquoi pas moi, j'ai même créé une entreprise à mission, en me disant, ma mission, la mission de Pourquoi pas moi, c'est de permettre aux gens entre parenthèses, donner du sens à leur vie. Et le entre parenthèses est important, parce qu'en fait, c'est soit donner du sens à la vie des personnes qui n'ont jamais finalement eu de sens, soit le redonner, le retrouver parce qu'ils l'avaient déjà eu un jour. Et ce qui est génial, si tu veux, c'est de se dire que moi, là, mon métier aujourd'hui, c'est de faire des conférences, j'ai mon podcast Pourquoi pas moi, j'ai lancé le bilan de compétences nouvelle génération, j'ai écrit un livre qui s'appelle Et si je changeais de métier. Et donc, non, je suis pas écrivain, en fait, parce que j'ai écrit un livre et que j'ai pas de vocation à écrire un roman. Je suis pas la podcasteuse qui va créer 10 chaînes de podcasts. J'ai créé un bilan de compétences nouvelle génération
j'ai pas vocation, enfin, j'en créerai sûrement d'autres programmes, mais je suis pas formatrice. C'est juste qu'en fait, voilà, moi j'ai ma mission. Et l'idée, c'est de trouver tous les moyens possibles pour pouvoir permettre aux gens d'écouter leur petite voix et de se dire que on n'a qu'une vie et qu'il faut pas attendre un accident de la vie pour se dire que on a le droit de se mettre sur son chemin. Et donc longue parenthèse pour que dire ma deuxième fierté, c'est que aujourd'hui, ce qui est assez magique, c'est que moi ça m'a pris du temps, tu vois, tout ce cheminement, toute cette recherche sur moi. Et aujourd'hui, si tu veux, grâce au bilan de compétences nouvelle génération, j'ai des personnes qui me disent qu'au bout d'un mois et demi, parce qu'il y en a qui le font en un mois et demi et d'autres en 3 mois, enfin, en tout cas à la fin du programme, ils sont eux en fait. Ils ont retrouvé ceux qui étaient en dépression ont retrouvé leur élan vital. Ils savent quelle est leur zone de génie, ils savent quelle est leur mission. Et comme ça vient d'une introspection que je leur ai aidé, enfin j'ai condensé toute cette introspection, mais en leur permettant que ça soit quand même de l'introspection et pas des QCM, pas des algorithmes, mais vraiment un truc qui vient de eux. Bah du coup en fait ça résonne encore plus fort en eux, et donc en fait ils se disent bah ouais en fait c'est ça c'est moi, alors ils voient la lumière au bout du tunnel et ils ont qu'une envie, c'est d'y aller, parce qu'en fait ils sont tellement convaincus, ils savent tellement que c'est ça qui est bon pour eux, que du coup ils y vont. Et ça c'est pour moi c'est magique, parce que je me dis qu'en fait aujourd'hui je suis fière parce que je suis à ma place et que je permets aux gens de trouver leur place. Et ça, je pense que moi, je me sens chanceuse de me dire que c'est ça ma mission et de pouvoir le faire. Oui, finalement, en fait, t'as parcouru tout un chemin pour trouver vraiment ce qui t'animait et ce qui faisait sens pour toi après avoir finalement avoir bravé toutes les difficultés que tu as pu rencontrer dans les différents jobs et en introspectant systématiquement à chaque fois, quoi. Ouais, et puis sortir de cette machine. En fait, j'étais une machine quand j'étais directrice marketing, j'étais un rouleau compresseur, et tu vois, j'étais complètement, alors j'ai plus le nom de ce triangle, mais on avait eu un coaching avec le comité de direction, et le coach qui avait une formation aussi de psychologue. Et il disait, il y a un triangle qui est le triangle qui dit que tu es, quand tu rentres dedans, tu es à la fois le sauveur, le persécuteur et la victime. Ouais, le triangle de Karpman. Et c'était tellement ça, si tu veux, c'est qu'en gros, ouais, c'est ça, merci. Et en gros, c'est tellement ça, c'est qu'en fait, j'avais un côté de me dire j'ai l'impression d'être le sauveur, en mode cette boîte là, il faut les aider pour faire ça, pour les aider à gravir ces nouvelles étapes et compagnie de croissance. Donc j'avais un côté sauveur, j'avais un côté victime avec la pression que je recevais à la fois de mon manager, des membres de mon équipe, de toute la boîte. Un côté victime aussi de moi-même, en me disant plutôt mon persécuteur. En gros, c'est que au final moi je me persécutais moi-même parce qu'en fait j'avais des attentes vis-à-vis de moi-même qui étaient complètement déraisonnable, démesuré, et j'avais un côté aussi, je pense, avec du recul, persécuteur vis-à-vis de mon équipe, parce que je leur faisais descendre la pression que j'avais. Et tu vois, d'ailleurs, ce fameux coach, on avait fait une séance avec tout le comité de direction 3 jours après que j'ai eu mon gros malaise, et mon boss l'avait tenu au courant que j'avais fait un gros malaise, que j'étais pas en forme, machin et tout, et il nous a fait faire un exercice que je recommande, mais tellement à tous les managers. C'est un truc vraiment, mais flagrant. Il nous a dit, il nous a dit à chacun, donc il y avait le boss et toutes les personnes finalement qui lui étaient rattachées, j'aimerais que vous écriviez, qu'est-ce que vous pensez qu'on attend de vous? Donc bon, moi j'ai mis, voilà, je pense que mon boss attend ça de moi. Et en parallèle, notre boss a fait un petit papier pour chaque personne en disant, voilà, qu'est-ce que tu attends de Charlotte, d'Aline et compagnie? Et là, le choc. Quand j'ai lu le papier, le choc, je me suis dit, mais en fait, moi, je mettais une pression surdimensionnée sur des trucs où c'était pas du tout ce qu'il attendait de moi. Et il y a des trucs, pour le coup, où il attendait ça de moi et moi, j'en étais pas du tout consciente. Et je me suis dit, mais ce truc,
enfin, tout le monde devrait faire cet exercice parce qu'en fait, tu rentres dans un truc où, en gros, moi, je mettais de l'énergie sur un truc où ils s'en foutaient. Donc, du coup, finalement, c'était le chat qui se mordait la queue parce que, du coup, ils pouvaient pas m'encourager ou être contents parce que ça, ils s'en foutaient. Et à côté de ça, moi, je mettais pas d'énergie sur des trucs qui étaient hyper importants pour lui. Donc, finalement, il y avait de la frustration des deux côtés. Et tu vois, le lendemain, quand je suis rentrée au bureau et que je voyais chaque personne avec qui je parlais, je travaillais dans mon équipe, je leur ai dit, mais attendez, là, on se dit bonjour, tout ça, on fait sa petite météo de la semaine pour savoir comment ça va. Mais le premier truc qu'on fait, c'est ce truc-là, parce qu'en fait, je veux être sûre que on mette notre énergie au bon endroit, quoi. Et ça, c'est vraiment, ça a été un truc, entre guillemets, pour moi, c'était trop tard, dans le sens où le mal, enfin, j'étais déjà vraiment pas bien et qu'en fait, je me suis enfoncée et voilà, mais ouais, ça c'est vraiment un truc. C'était trop tard dans cette boîte, mais pour ma nouvelle vie, maintenant c'est un truc où c'est une phrase clé, quoi. Ouais, je comprends. D'être en phase avec les attentes des autres, quoi, et leurs besoins et comment dire, et réciproquement, quoi. C'est vrai que c'est important mais c'est vrai que si on pose pas la question, on peut pas forcément le savoir, hein, puisque chacun a sa propre, sa propre cartographie du monde, voit les choses peut-être différemment de nous, et finalement, poser la question, c'est une bonne chose. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton mental, si t'es d'accord, et avec si tu devais poser une définition sur le mot mental, tu poserais quoi comme définition? Alors, le mental, bonne question. Alors, la définition dans le dictionnaire, en vrai, je la connais pas exactement. Pour moi, le mental, c'est... il peut y avoir un biais. C'est-à-dire que... pour moi, le mental, c'est pas forcément la petite voix qui te guide. Dans le mental, il peut y avoir un côté vert et un côté rouge. Je m'explique. En gros, le mental, c'est le truc qui va te permettre de te challenger, de te coacher, de t'encourager. Mais il faut faire attention avec le mental parce que parfois le mental, c'est la fameuse zone rouge pour moi. Il peut être biaisé par ton ego. Et tu vois, le truc que j'ai découvert aussi, suite à mon burn-out, c'est que notre corps est une boussole. Et qu'écouter son corps, c'est juste indispensable parce qu'en fait, quand tu écoutes ton corps, tu te rends compte que en fait, tu vas avoir... On va prendre un exemple concret. On m'appelle... après mon burn-out, j'ai été contactée j'ai été rechassée pour un gros job, encore plus gros que tous les jobs que j'avais eus. Mon mental me dit, une partie de moi me dit, oh, non mais trop bien, t'imagines, là en plus il y a la Chine, t'as jamais bossé en Chine, enfin voilà, en gros le truc, le mental qui te dit ouais non mais là si tu veux l'ego qui est boosté, tu te dis c'est cette taille de boîte donc le salaire il va être encore plus gros, des plus grosses équipes, les plus grosses reconnaissances sociales, tout ça. Ça, mon mental fait ouais trop bien. Et puis là, j'ai mon corps que j'écoute et qui se serre, qui s'oppresse, qui me dit non mais Charlotte, t'as fait un burn-out là, t'as pas écouté l'histoire, là, t'as pas compris l'histoire là. Et là en fait, c'est vraiment de se dire quand t'es dans une situation de prendre un choix, d'aller vers quelque chose, t'écoutes le mental qui te dit machin, et c'est aussi se reconnecter à son cœur, à son corps et de se dire est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Et tu vois, ce truc-là, moi, je l'ai expérimenté moi-même, mais là, aujourd'hui, j'ai fait quasiment plus de 100 interviews avec le podcast Pourquoi pas moi. Aujourd'hui, tu vois, le nombre de personnes qui m'ont dit, je pense, tu vois, par exemple, à Alia Cardin, qui un jour, Alia, elle a été avocate et aujourd'hui, elle est romancière à succès. Et Alia, un jour, elle avait une opportunité, elle s'est dit je peux pas, le mental lui a dit tu peux pas le refuser, c'est pas possible. Et là son corps lui a envoyé des signaux, tu vois, en mode non pas trop machin, mais elle y est allée parce qu'elle se dit il faut y aller. Au final elle a perdu je sais pas combien de kilos, genre 10 kilos en faisant ce projet.
pense à Dorothée Barthes qui est une femme extraordinaire qui a été journaliste. Après, elle a fait un one woman show. Après, aujourd'hui, elle a monté une entreprise qui s'appelle Jo, qui fait enfin tout ce qui est protection intime pour les femmes, mais de façon très responsable à la fois pour la planète et à la fois pour la femme. Et elle, pareil, une situation dans sa vie, elle a perdu ses cheveux, quoi. Et finalement, quand on fait des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, notre corps nous le fera toujours savoir. Et ce truc, quoi, de se dire, bah voilà, le mental, c'est important de mentaliser les choses pour comprendre. Donc vraiment le côté la petite voix qui te veut du bien, de mentaliser les choses, de se dire, bah voilà, comme on dit tout à l'heure, tu vois, bah voilà, le bonheur est dans le chemin et quand tu sens que là tu t'en éloignes un peu, bah tu t'auto-coach et tu t'auto fais du bien, mais dans certains moments dans la vie, en effet, de se dire ok, j'écoute mon corps et je sors du mental pour pouvoir prendre de la hauteur et pour pouvoir se reconnecter avec vraiment qui je suis. Oui, se reconnecter, oui. Ou j'ai envie de te dire même se connecter avec soi-même, quoi. Sans forcément se reconnecter, mais déjà Exactement. Se connecter. Parce que parfois on est un peu, on est dans un monde connecté, mais pas forcément aux bonnes choses, quoi. On est surtout connecté au monde digital et pas forcément au monde qui nous entoure et aux gens qui nous entourent. En tout cas, c'est un constat que je peux faire et puis qu'on peut même tester soi-même. Hein. On se rend bien compte qu'on passe quand même beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Malgré nous, hein, finalement, c'est un peu addictif, quoi. Complètement. Bon, intéressante ta définition du mental par rapport à ton vécu et puis finalement à ta cartographie un petit peu à toi. D'un point de vue personnel, est-ce que tu te prépares toi mentalement pour certaines épreuves, pour ton entreprise? J'ai découvert la visualisation et le fait de faire des tableaux de visualisation, le fait de alors à la fois des tableaux de visualisation, mais aussi visualiser, tu vois, par exemple, tout à l'heure je te parlais, bah voilà, j'ai acheté une maison, ça n'a pas été simple, mais j'ai visualisé le fait d'être dans cette maison, alors que franchement c'était pas gagné qu'on ait cette maison parce que j'étais au chômage et emprunter quand t'es au chômage c'est quand même pas facile. En fait c'est drôle parce que la visualisation c'est quelque chose que j'ai découvert et que je travaille énormément. La loi de l'attraction c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille énormément sur moi. Et quand j'en parle à mon entourage proche, ils se moquent de moi, on va dire. Mais j'assume, c'est pas grave parce que ça marche. et tu vois, quand j'en parle et que je leur dis, mais vous savez, les grands sportifs, ils utilisent tous ça en fait. Et là, ils me disent, bah ouais, mais c'est différent. Bah non, c'est pas différent. Pourquoi ça marcherait sur les sportifs et ça marcherait pas sur nous en fait? Donc c'est vraiment un truc en effet où tu vois, j'en fais pas assez, mais je pratique, tu vois, de la cohérence cardiaque. Là maintenant, je me suis lancée dans le bullet journal, ce qui me permet vachement de m'apaiser, tu vois, de poser les choses et comme, enfin moi, je fais partie des gens où j'ai 10 000 onglets ouverts sur mon navigateur et j'ai à peu près 10 fois plus dans ma tête, tu vois. Et donc, comme j'ai beaucoup de choses, beaucoup d'idées, j'ai besoin parfois de me poser, tu vois, moi, dans mes, entre guillemets, rituels, quand je sens que ça bouillonne trop, bah, je vais me mettre sur la plage avec un carnet et je note mes idées et pour pouvoir alléger mon cerveau. Tu fais des mind mapping peut-être? Un peu aussi, parfois quand j'ai certains besoins, tu vois, de réorganiser, en effet, ouais, je fais du mind mapping aussi, ouais. Oui, je comprends. Plein d'idées en même temps, plein de choses ouvertes en même temps, si on les note pas, je comprends tout à fait, puisque c'est ce qui m'arrive je me fatigue régulièrement. Moi-même. Oui, mais après, c'est ce qui est important, et je pense que plein de gens doivent être un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'on est tellement à faire beaucoup de choses en même temps, finalement notre cerveau il se repose pas tant que ça, puisque tant connecté à quelque chose,
Au final, on a besoin aussi de ce temps pour couper, se poser, écrire nos idées, pour mieux les travailler. Moi, c'est plus pour ne pas les oublier souvent, parce que souvent j'ai une idée et puis ça file, quoi, c'est comme un éclair, et puis j'ai besoin de l'écrire pour pouvoir ne pas l'oublier, puis ensuite éventuellement en faire quelque chose s'il y a quelque chose à en faire. Mais c'est important de prendre ce temps-là. Bon, en plus, toi, t'as la chance de pouvoir aller te poser à la plage pour le faire, donc j'ai envie de te dire, continue. Tout à l'heure, tu nous parlais du regard des autres, et qu'il y a eu une période où le regard des autres était très important pour toi, voire primordial. Ouais. Donc, comment t'as pu t'en affranchir de ce regard des autres pour finalement en tenir compte aujourd'hui, mais t'en défaire pour aller de l'avant sans forcément que finalement ça nuise à ta progression, quoi. Bah, c'est vraiment le fait d'apprendre à m'aimer, en fait. Tu vois, le fait d'apprendre à savoir qui j'étais, vraiment, savoir qu'est-ce qui m'animait, savoir vraiment faire voilà le 360 de qui je suis, pour apprendre à m'aimer. Et en fait, comme tu t'aimes, tu vas moins chercher de l'amour. Enfin, même si évidemment que j'ai besoin de l'amour de ma famille, des gens que j'aime et tout. Mais on va dire que là où on va dire qu'avant j'avais besoin de 80% de leur amour et 20% de moi, en fait aujourd'hui la balance elle est inversée. Et c'est vraiment le fait d'avoir appris à m'aimer, d'avoir appris à me connaître et à me respecter, et donc à me faire respecter aussi, tu vois. Et de mettre des limites et de dire ça c'est oui, ça c'est non. Et ça vraiment et tu vois, je le vois d'ailleurs avec mes clientes du bilan de compétences nouvelle génération. C'est vraiment comme tu sais qui tu es, comme tu sais que tu es à la bonne place et compagnie, et en fait en voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne, quoi. Pas mal ça. Je ne connaissais pas. On va la garder. Voilà, on va la noter même. Est-ce que du coup, là tu me disais que du coup tu t'étais affranchi du regard des autres, t'avais avancé sur toi, sur l'amour de toi, mais par rapport à la confiance que tu avais en toi à ce moment-là, elle était du coup c'était une confiance plutôt limitée que tu as dû construire. Et comment tu t'y es prise pour du coup développer ta confiance et ton estime? Eh bien c'est vraiment ça, c'est en fait savoir quels étaient mes talents, en fait de découvrir quelle est ma zone de talent, quelle est ma zone de génie, qu'est-ce qui m'anime. C'est qu'aujourd'hui finalement je fais ce pourquoi je suis faite. Et donc finalement c'est en étant à ma place, en fait tous les jours mon estime de moi elle est boostée parce qu'en fait comme je suis à ma place, ce que je fais ça produit des effets bénéfiques sur les autres, et j'ai l'impression de contribuer à quelque chose. Donc du coup c'est un cercle vertueux en fait dans lequel tu rentres. Avant, si tu veux, oui, tu vois, aujourd'hui j'ai encore des challenges, tu vois. Typiquement j'avais des traumas de ma vie passée, et dans les traumas c'était par exemple j'étais devenue presque claustrophobe parce que dans les 3 dernières années que j'avais passées, j'étais dans des coworking ou dans des bureaux, mais comme moi mon job c'était d'être avec des gens au téléphone toute la journée, et c'était souvent des meetings avec mes équipes en one-to-one, j'étais dans des box d'1 mètre carré sans fenêtre fermée, tu vois le truc. Donc là aujourd'hui ça a été pour moi aujourd'hui maintenant je retourne travailler dans un espace de coworking de temps en temps, plusieurs jours par semaine. Et pour moi, ça a été une vraie étape, tu vois, de ressortir de la maison. Ça a été vraiment un truc progressif. Et donc là, ça y est. Maintenant, si je me retrouve dans un box d'1 mètre carré, je suis toujours pas très, ça me réveille un peu la douleur passée, mais je suis capable de le faire là où à un moment j'aurais vraiment été incapable de le faire. Enfin, c'est pas possible. Et là, j'ai un nouveau pas que je franchis, et je suis fière de moi parce qu'il m'aura fallu 2 ans, plus de 2 ans pour pouvoir le franchir. C'est le fait d'avoir quelqu'un qui travaille avec moi. Aujourd'hui, là, tu vois, je travaille avec des coachs partenaires pour le bilan de compétences nouvelle génération. J'avais travaillé avec la maison d'édition pour mon livre. Mais je fais monter le podcast, mais j'avais pas de stagiaire, de salarié, tu vois, quelqu'un qui
qui entre guillemets dépendait de moi, tu vois. Et aujourd'hui, ma liberté, c'est quelque chose qui est indispensable, c'est de me dire, bah voilà, on est lundi matin, mon fils a la grippe, je l'emmène à 9h chez le médecin et je suis libre en fait. Et puis ce trauma aussi d'avoir eu des équipes ou avec qui ça s'était pas toujours bien passé. Et aussi ce côté de se dire, bah voilà, j'ai plus envie d'être dans ce triangle de Cartman. Et donc ne plus m'inscrire dedans et donc ne plus faire subir des choses potentiellement aux gens avec qui je vais travailler. Et là, j'ai franchi le cap la semaine dernière. Je vais avoir une stagiaire qui va arriver à la fin du mois. Et là, tu vois, je suis boostée, je suis trop contente, je suis hyper impatiente. Et ce qui est génial, c'est que cette personne, alors c'est pas génial, mais sa maman fait un burn-out. C'est génial dans le sens où elle sait de quoi je parle en fait. Elle est hyper sensible à ma cause. Et bon, c'est pas génial parce qu'évidemment, on peut jamais se réjouir qu'une personne fasse un burn-out. Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment de se dire, ouais, dans chaque étape, en fait, on avance, on se challenge, on a des nouvelles choses à passer. Mais c'est aussi se dire que il faut savoir se challenger. Parce que parfois, bah voilà, on a besoin de se faire de se secouer un peu soi-même, mais il faut se respecter. C'est-à-dire que, tu vois, moi, mon mari, c'est un peu un coach, tu vois. C'est un super manager. Il est hyper motivant, challengeant. Bah vraiment, il est top. Mais parfois, tu vois, il voulait m'aider à m'emmener, à cheminer vers, tu vois, la stagiaire. Ça fait 1 an et demi qu'il me dit tu devrais prendre quelqu'un. J'avais posté une annonce de stage il y a un peu plus d'1 an. Et en fait, j'ai jamais pris de stagiaire parce que je me sentais pas prête, parce que j'avais peur de pas avoir les moyens financiers de la payer. Et là, je me dis maintenant, j'ai changé mon état d'esprit et je me dis non mais c'est à moi de faire en sorte que je puisse la payer, que même potentiellement un jour je puisse embaucher quelqu'un ou pas, mais en gros d'arrêter que ça soit mes pensées limitantes, mes freins, mes peurs qui me guident, qui me dictent ma conduite. Mais voilà que c'est mon envie et ça change tout en fait quand tu changes ça. Et il y a un autre truc aussi, c'est que par rapport à l'estime de soi, par rapport à la confiance en soi, tu vois, moi ce qui me frappe et ça c'est je le vois bah, depuis toutes les personnes que j'interviewe avec le podcast et maintenant mes clients du bilan de compétences nouvelle génération, c'est qu'en fait quand tu es à ta place, tu vois plus de limites, tu vois plus de barrières. Tu vois, je vais te prendre un exemple concret. Émilie, c'est une personne que j'interviewe régulièrement, qui était commerciale et après responsable marketing et qui est devenue décoratrice architecte d'intérieur. Émilie, c'est une personne qui est hyper timide, qui est assez réservée, en gros, quand j'ai commencé à l'interviewer, elle était assez timide, assez réservée, assez dans le doute et tout. Elle a fait sa formation pour être donc architecte d'intérieur et décoratrice. Elle a commencé à lancer son business et là, tu vois, c'était juste après le Covid et je lui dis mais ça va, t'as pas trop peur parce que bon bah là c'est quand même une période un peu particulière et tout. Et là mais c'était une autre femme que j'avais en face de moi, tu vois, elle avait son visage qui était complètement lumineux en me disant mais Charlotte, mais non mais en fait évidemment que c'est le bon moment parce que. Et je pense que cette question je lui aurais posée mais 1 an avant, mais elle m'aurait dit bah ouais t'as raison peut-être que, mais là elle était tellement convaincue, tellement à sa place qu'en fait t'arrives toujours à trouver des solutions, tu vois. Alors moi on me l'a pas dit, mais on aurait très bien pu me dire mais Charlotte, des bilans de compétences il y en a déjà plein. Oui mais en fait oui, mais la bonne nouvelle c'est qu'il y en a plein, ce qui permet à chacun de pouvoir trouver le truc qui lui correspond. Et en fait on a tous une place et c'est une femme géniale que j'ai interviewée qui s'appelle Christine Michaud, qui fait de la psychologie positive, qui est une Québécoise très très connue et reconnue là-bas. Et Christine, elle bossait entre guillemets parce qu'elle n'était pas rémunérée pour ça. Elle faisait une espèce de fiche de lecture pour une boîte d'édition. Je crois bref, je sais plus si elle a été rémunérée ou pas. C'est pas grave. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui dit mais attends Christine, mais pourquoi t'écris pas toi, t'as tellement de choses à raconter et tout. Et là elle dit ouais mais en fait tout a déjà été écrit ce sujet-là et tout. Et la personne lui a répondu oui mais pas par toi.
Et elle disait cette phrase, elle lui a changé sa vie. Et aujourd'hui, Christine Michaud, elle a écrit des best-sellers et je vous recommande ses livres parce qu'ils sont juste top. Et le oui, mais pas par toi, ça change tout parce qu'en fait, on a tous un regard, une approche, une philosophie différente, une raison d'être différente. Tu vois, si tu regardes, prends l'exemple des bilans de compétences. Aujourd'hui, tu vois, il y a différents. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder c'est quoi le why, la mission de chaque entreprise, parce que finalement, il y en a, ça va être, il y en a un, ça va être l'égalité des chances. Il y en a, ça va être le pouvoir du collectif. Moi, c'est permettre de redonner du sens aux gens. Et c'est vraiment un truc qui m'anime et qui me touche mais profondément. Tu vois, vendredi soir, on en parlait avec mon mari et j'ai aujourd'hui, si tu veux, j'ai beaucoup de mes clients et clientes. À la fin, si tu veux, quand ils ont fini, je les interviewe pour faire des petites vidéos. C'est un petit moment privilégié avec les personnes où moi, pour moi, c'est juste Noël, tu vois, où jamais de la vie j'aurais pu imaginer que j'aurais ce type de commentaires. J'imaginais que ça allait faire du bien, mais pas à ce point-là. Et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait des bilans de compétences traditionnels et qui me disaient, voilà, nous on est complètement dégoûtés, on a découvert votre truc, on s'est dit, ouais, ça a l'air sérieux, machin et tout. C'est un peu ma dernière chance. Et bon, au final, ils ont réussi vraiment à trouver qui ils étaient parce que les bilans de compétences traditionnels, c'est plus un truc de c'est quoi les compétences et vers quel métier tu peux aller. Et moi, j'ai vraiment la démarche de tu peux pas savoir dans quel métier tu seras épanoui si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas ce qui apporte du sens dans ta vie. Donc l'idée, c'est vraiment de leur permettre de cheminer et de pouvoir trouver les réponses à ces questions. Et l'autre jour, vendredi, j'ai échangé avec une personne qui était intéressée et tout, et qui me dit non mais attendez, moi j'ai déjà fait ça et tout. Et j'étais foncée. En fait, je voyais, elle me disait qu'elle avait fait le parcours d'un de mes confrères et qui me disait mais je suis même pas allée au bout en fait parce que moi ces trucs avec ces algorithmes et tout, je me reconnais pas et tout. Et mon mari me dit mais je te sens touchée. Je dis ouais mais en fait je suis touchée profondément parce que c'est quelqu'un qui lui a vendu qu'elle allait trouver du sens et que là elle est pas en train de trouver ce qui lui apporte du sens dans sa vie et qu'en fait ça dégoûte les gens et que du coup moi vraiment tu l'as compris, moi je me suis vraiment fait mal et j'ai fait du mal à mon entourage avec ce burn-out et donc vraiment moi j'ai dans les tripes le fait de dire que voilà, moi je veux aider les personnes à savoir comment être bien et trouver leur place dans leur job et améliorer des choses dans leur vie pour pouvoir avoir du sens dans leur vie. C'est vraiment un truc, c'est viscéral quoi. Et donc quand j'entends que j'ai des confrères qui disent vous allez trouver du sens et en fait mais c'est pas là. En fait, si tu regardes la mission de cette entreprise et le why, c'est pas ça en fait. Et donc du coup, ouais, ça me touche profondément parce que je me dis que voilà, il faut faire attention sur ces sujets-là quoi. C'est une bonne discrétion, mais voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux auditeurs qui nous écoutent pour les aider à déjà tout simplement à trouver du sens? Alors, il y a, en fait, moi j'ai fait une espèce de méthodologie en fait pour pouvoir trouver ce qui apporte du sens à ta vie. En fait, l'idée c'est le truc que j'ai découvert, si tu veux, c'est que j'ai lancé le podcast en janvier 2020. Là, j'ai interviewé une cinquantaine de personnes et à la suite de ça, je me suis dit, ils ont tous un dénominateur commun, ces invités, à part le fait que ça soit des personnes qui ont réussi et qui sont heureux, c'est que ils me disent tous la même chose. Ils me disent tous, mais moi, je me sens à ma place. Il y a l'alignement des planètes. Et du coup, ça m'a énormément interpellée parce que je me suis dit, ok, comment on fait pour être comme eux, tu vois. Et puis sur ma communauté sur Instagram, tu vois, souvent je disais, elle vous raconte quoi, vous votre petite voix, et les gens me disaient, mais on sait plus en fait ce qu'elle nous raconte. Et donc je me suis dit, ok, comment on fait pour les aider en fait à trouver, enfin déjà plus que les aider, c'est déjà comment on fait pour trouver ça. Et donc là, j'ai entrepris énormément de recherches. Je me suis baladée un peu à travers le monde et dans les civilisations, mais bon évidemment depuis mon ordinateur, parce que en 2020 on n'a pas trop voyagé, 2020-2021. Et là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y a plusieurs termes qui existent. T'as la mission de vie.
t'as l'ikigai au Japon, t'as les Purusharta en Ayurveda, t'as le SPA en psychologie positive. Et tous ces trucs-là, en fait, ça veut dire exactement la même chose. C'est juste que c'est pris avec un prisme différent, mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire la raison d'être. Ça veut dire que on est tous nés avec des talents, on a tous des valeurs et on a tous quelque chose à accomplir dans le monde en utilisant ces talents et ces valeurs. Il y en a qui vont appeler ça le verbe de vie. Enfin, il y a plein de mots qui existent, mais ça veut dire finalement la même chose. Et pour pouvoir savoir qu'est-ce qui t'apporte du sens, finalement, c'est ta raison d'être. C'est finalement être capable de reconstituer tous ces puzzles qui sont les Purusharta, l'ikigai, le SPA. Et sachant que le SPA, ça veut dire sens, plaisir à tout. Donc, qu'est-ce qui t'apporte du sens? Qu'est-ce qui t'apporte du plaisir? Et quels sont tes atouts? Et si tu veux, moi, l'ikigai, c'est un truc dont j'ai entendu parler juste après mon burn-out. Je me dis, mais génial, c'est hyper intéressant ce truc, c'est la croisée de ta mission, de ta vocation, de ce pourquoi t'es payé et de ton travail. Je dis, mais génial et tout. Et évidemment que j'avais essayé de le faire, mon ikigai, tu vois, et comme beaucoup de gens, sauf que c'est quand même pas facile en fait le truc comme ça de remplir à chaud, même quand tu te connais un petit peu, c'est difficile. Et du coup, moi, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est permettre aux gens en fait de récolter des espèces de pièces de puzzle. Et après, assembler, tu vas récolter plein de pièces de puzzle et après, tu vas pouvoir assembler justement ces fameux puzzles. Et ces pièces de puzzle, c'est quoi? C'est la zone de génie dont on a parlé, ça va être tes fiertés, ça va être ton flow, ça va être tes qualités, ça va être tes talents, ça va être aussi ta zone d'ombre parce que c'est important de savoir aussi qui tu es vraiment et accepter qui tu es, c'est accepter aussi, c'est découvrir aussi ta singularité. Mais pour pouvoir, l'étape avant de collecter tout ça, c'est aussi de se reconnecter à soi, de se réveiller les deux hémisphères du cerveau, c'est de se remettre en mouvement. Et donc vraiment, c'est étape numéro 1, se remettre en mouvement pour se connecter ou se reconnecter à soi. Après, c'est apprendre à se comprendre, apprendre à se connaître, reconstituer le puzzle et après oser. Et ça, tu vois, c'est un truc qu'on peut faire tout seul, hein, parce que moi, typiquement, c'est un cheminement que j'ai opéré toute seule. Mais aujourd'hui, moi, ce que je dis ce que disent mes clientes et ce que je dis moi-même aussi, c'est que pourquoi perdre du temps alors que finalement, tu as des choses qui te permettent de pouvoir en 3 mois avoir ces réponses où moi, il m'aura fallu plusieurs années, quoi. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que quand on a des gens qui peuvent nous aider à aller plus vite, ça serait quand même dommage de s'en priver. Surtout qu'en plus, on a la chance, tu vois, d'être en France et tu vois, le bilan de compétences nouvelle génération, il est finançable à 100% avec le CPF, il est finançable par Pôle emploi et tu te dis, j'ai une de mes clientes qui vient de l'étranger, qui est française mais qui a vécu longtemps à l'étranger. Et elle me dit, mais moi, j'ai halluciné. Elle me dit, j'imaginais Pôle emploi, le CPF, il finançait que des trucs un peu archaïques, un peu old school. Non, en fait, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, avec ces aides-là, on peut avoir des choses qui correspondent vraiment aux besoins des gens et qui sont pas des trucs poussiéreux et un peu surannés. Effectivement, c'est vrai que on a cette chance-là de pouvoir se former et de pouvoir avoir ce compte professionnel de formation qui existe. Et donc du coup, j'invite tout le monde à l'utiliser parce que beaucoup, il y en a qui savent même pas qu'ils en ont un. Et, carrément. Et du coup, j'invite les gens à aller sur leur CPF et à les consulter parce que finalement, c'est un droit qu'ils ont, mais ils cotisent en fait pour avoir ce droit-là et c'est dommage de s'en priver, quoi. Ouais. Et puis, ce qui est génial. Alors, quand on est fonctionnaire, il faut en parler à son manager ou à la médecine du travail. Par contre, quand on est salarié, on dispose de cette espèce de cagnotte et pour laquelle, en effet, comme tu disais si bien, on cotise chaque année. Et le truc, c'est que vous pouvez utiliser votre bilan de compétences quand vous voulez, pour ce que vous voulez. La seule obligation que vous avez d'en parler à votre employeur, c'est si vous voulez faire ces heures de formation pendant la durée de votre travail, c'est-à-dire pendant les heures de travail. Mais moi, je vois aujourd'hui tous mes clients, ils le font le soir, ils le font le week-end, ils le font entre midi et 2. Donc, ils n'ont pas parlé à leur employeur parce que t'as pas toujours envie de dire à ton employeur que tu te poses des questions
sur ton avenir pro. Oui, on en revient toujours au regard des autres, là. Alors là, c'est pas forcément le regard des autres. En fait, le truc, c'est que on va dire que dans le monde des bisounours, il faudrait en parler à son employeur, de lui dire, voilà, je me pose des questions. Moi, tu vois, c'est un truc que j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage. Et tu vois, et je leur dis, mais vous savez, c'est important. En gros, si je prends mon exemple à moi, j'étais directrice marketing. Mon corps m'a parlé très très fort jusqu'à ce que du jour au lendemain, je n'aille plus bosser. C'est-à-dire qu'en gros, le vendredi j'étais au bureau, le lundi j'étais plus au bureau et je n'y suis jamais retournée. Parce qu'en fait, j'ai tellement tiré sur la corde, que du coup, ça a été vraiment violent. Ça a coûté de l'argent à la boîte, à la fois en termes d'organisation, à la fois en termes de, quand t'as de la sécu, mais eux, ils doivent compléter. Et autant te dire que vu mon salaire, ils devaient compléter quand même beaucoup. Et puis même, pour l'image dans l'entreprise, c'est quand même, t'as un manager qui fait un burn-out, c'est quand même pas super, quoi. Et alors que si tu prenais le truc de dire t'as une personne dans ton équipe qui te dit écoute, moi je me pose des questions, je me sens pas forcément à ma place et compagnie, fais un bilan de compétences, tu vas pouvoir te dire finalement, tu vois, j'ai une de mes clientes qui finalement elle dit, mais elle est styliste, elle dit mais en fait moi j'adore mon métier. En gros, le bilan de compétences nouvelle génération m'a permis de me rendre compte à quel point j'aimais mon métier. Après elle me dit aujourd'hui moi mon métier, j'ai besoin de ça et ça et ça, tel environnement pour me sentir bien. Et à côté de ça, t'as des gens qui disent aujourd'hui mon travail c'est vraiment plus possible, il faut que je parte et que je fasse autre chose. Mais si tu te dis, pour un manager, t'as deux options. Soit la personne elle va retrouver du sens dans ce qu'elle fait et elle va te dire moi j'ai besoin de ça et tout. Et du coup, c'est génial parce que tu peux aider cette personne-là à s'épanouir et ce talent, se dire cette personne en qui tu crois, te dire tu vas faire tout pour faire en sorte qu'elle se sente bien. Et t'as l'autre côté où la personne, au final, dans tous les cas, elle partira un jour. Sauf que t'as deux solutions. Soit elle va partir dans un état en mode, son corps va lui parler, alors burn-out ou autre. Et puis la relation va se dégrader. Bref, c'est pas un truc bien. Et puis parenthèse, dans le droit du travail, les entreprises doivent prendre soin de la santé mentale de leurs salariés. Et ça fait partie de tout ça aussi. Et aujourd'hui, moi, je sais que la majorité des gens, en effet, comme je disais, n'en parlent pas à leur employeur parce que ils se disent, si je lui en parle, ils vont se dire que je suis démotivée, ils vont se dire que du coup, j'aurai pas telle promotion, que j'aurai pas ci, que j'aurai pas ça. Il y a de l'évolution, il y a des choses qui se passent et compagnie, mais il y a encore un bon chemin à parcourir sur ce sujet-là quand même. En gros, ils se font de la visualisation négative par rapport à une interprétation de ce que pourrait être la réaction de leur employeur. Oui, mais en vrai, tu vois, moi, quand je vois les personnes, certaines personnes dans mon entourage sont entrepreneurs, ils me disent qu'en effet, eux-mêmes, tu vois, parfois, je leur dis, tiens, je pourrais venir faire une conf dans ta boîte. Ouais, mais toi, tu parles quand même vachement de reconversion professionnelle, donc je suis pas sûre que j'ai envie que tu parles dans ma boîte, tu vois. C'est qu'en fait, il y a encore un gros chemin à faire sur les managers et les entrepreneurs et que les salariés ont pas complètement tort de penser ça. Après, il pourrait, par le biais du bilan de compétences, il pourrait aussi avoir cette réflexion, alors je pense au manager, si tu arrives à donner du sens aux salariés avec qui tu travailles, j'ai envie de te dire, si moi j'avais une entreprise, je préférerais payer un bilan de compétences à quelqu'un quitte à ce qu'il me quitte, parce que finalement un salarié qui n'est pas bien dans l'endroit où il est, finalement c'est pas un salarié qui va être impactant pour la Bien boîte. sûr. Donc finalement il vaut mieux l'aider à trouver du sens et sa voie, et qui quitte la boîte dans de bonnes conditions, plutôt que finalement rester et finalement prendre la place de quelqu'un où la boîte aura du sens. On est à 1000% d'accord. Ouais. Donc je pense que ça peut être intéressant pour tout chef d'entreprise ou n'importe quelle boîte, finalement de mettre du sens dans le bilan de compétences, des bilans individuels, formation, des bilans peut-être trimestriels, comme tu disais, d'analyse de résultats, parce que c'est important pour les boîtes d'avoir quand même des analyses chiffrées pour savoir où elles vont et si voir si tout va bien, quoi, parce que c'est important pour payer les salaires, faire vivre la boîte. Mais je trouve que ça a beaucoup de sens, en fait, beaucoup de sens. L'heure défile, ça fait déjà un bon moment qu'on discute. Je vais te poser une dernière petite question. Toi qui n'étais pas loin du burn-out, ou qui l'a frôlé, ou qui l'a
mis les deux pieds dedans. Qui était en plein dedans. Ouais, non, pour le coup, là, on peut dire que je me suis pris le mur, donc je l'ai vécu à 360%. J'aime bien poser la question, pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Est-ce que, toi, avec le recul et puis finalement avec ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu en penses de cette phrase-là? Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Alors, on ne lâche rien, c'est vraiment, enfin, c'est un peu un de mes mantras, hein. Donc oui. Alors je suis complètement d'accord. Pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher, mais il faut rien lâcher sur ce qui est juste et qui a du sens pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, Bonne réponse. ne rien lâcher parce que c'est quelque chose qui est pour flatter ton ego. Bah non, en fait, ça sert à rien. Il faut choisir j'allais dire ses combats, mais je trouve ça pas forcément positif, mais il faut choisir ses défis. Il faut choisir ce pourquoi on a envie de mettre son énergie. C'est-à-dire que quand tu as fait un burn-out, tu comprends que l'énergie est quelque chose qui est clé dans ta vie. Pour moi, tu vois, je prends souvent le parallèle de on est dans un jeu vidéo, on est dans Super Mario, t'as tes vies, et puis en fait, bah, quand t'as fait un burn-out, tu te rends compte que les vies, bah, elles sont pas illimitées, tu vois. La jauge d'énergie, elle est pas illimitée, et quand on a plus, bah, en effet, c'est vraiment game over. Et que l'idée, c'est que t'as de la chance parce que finalement, t'as eu le droit à une autre partie finalement, et donc c'est se dire bah j'ai pas envie de faire un game over tout de suite final, tu vois, bah, et donc se dire voilà, cette énergie, j'ai une quantité d'énergie en moi, et pour le coup j'ai été bien lotie parce que j'en ai beaucoup, mais cette énergie, faut en prendre soin et il faut la mettre au bon endroit. Et donc ne pas lâcher, moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis hyper déterminée et que je lâche rien. Mais par contre c'est se dire je lâche rien. Avant, tu vois, dans la première boîte que j'ai rejoint à Paris, celle pour laquelle j'avais quitté la boîte de mon mari, tout était en fait tous les trucs dans lesquels j'étais pas d'accord dans la boîte, c'était un combat, parce que là pour le coup c'était vraiment un combat, je le voyais comme une guerre et compagnie, tu vois. Et mon mari, à l'époque, me disait, mais Charlotte, tu peux pas être en guerre sur tous les sujets. Enfin, choisis tes priorités. Et là, à l'époque, j'arrivais pas du tout à choisir les priorités. Tout était aussi prioritaire les unes que les autres. Et donc là, aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Et donc mettre l'énergie sur ce qui est vraiment important pour moi, et ce qui est vraiment important pour moi, qui a du sens pour moi et non pas pour mon ego. Alors tout à l'heure je disais bonne réponse, c'est parce que ça faisait écho et sens avec la réponse que j'aurais pu faire moi-même, c'est-à-dire ne rien lâcher sur ce qui fait sens et sur nos priorités. T'as tellement raison, parce que c'est vrai, souvent Merci. On va rien lâcher sur des combats inutiles finalement, et on va perdre de l'énergie là où on a besoin d'en mettre ailleurs. Alors on arrive sur finalement la fin de cet épisode. Et je suis vraiment content d'avoir pris le temps ce matin de pouvoir échanger avec toi. Je vais te laisser le mot de la fin pour conclure. Je profiterai aussi du cas dans le résumé de l'épisode pour mettre tes coordonnées pour les gens qui ont envie de faire un bilan de compétences nouvelle génération, s'ils veulent te contacter ou écouter ton podcast. Et écoute, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour conclure cet épisode? Déjà merci. Merci du temps passé ensemble. Merci pour cette interview. Merci à vous d'être allés jusqu'au bout de l'écoute de l'épisode. Et j'ai envie de vous dire que en fait qu'il est jamais trop tard pour trouver sa place, que on a tous le droit au bonheur, et que sortir de ces KPI de la réussite, c'est quelque chose qui est complètement possible. Et en fait, c'est à chacun de se réinventer finalement sa propre définition de la réussite. Parce que, tu vois, c'est une question que je pose à chacun de mes invités, c'est quoi pour toi la réussite? Ça me fait penser à une personne, j'ai plus son nom, une Australienne en fait qui est en soins palliatifs et qui a écrit un livre sur les regrets des personnes sur leur lit de mort. Et il y a jamais personne qui a regretté d'avoir trop de ne pas avoir assez travaillé, mais il y a des personnes qui ont regretté de pas vivre la vie dont ils rêvaient. Donc il est tant que vous êtes en vie, il y a la possibilité de se dire que vous allez pouvoir réaliser vos rêves, et donc se reconnecter à ces rêves et être bien, parce que si vous êtes bien, vous serez bien aussi pour votre entourage. C'est clair. Et puis en plus j'ai envie de dire dans le contexte actuel avec finalement cette guerre qui se livre en Europe avec l'Ukraine et la Russie, peut se réjouir de la chance qu'on peut avoir de pouvoir en tout cas bâtir et construire nos rêves.
Parce que là, pour le moment, eux, les leurs sont arrêtés. C'est ça, et puis même, tu vois, j'avais interviewé Dominique Bail, qui est la fondatrice de l'association Petit Prince, qui a pour mission de réaliser les rêves des enfants malades. Et Dominique, c'est une femme vraiment incroyable. Elle a consacré sa vie, en fait. Elle était espèce de géo au Club Med, et elle a eu cette idée de monter l'association. Elle a tout fait pour créer cette association qui a aujourd'hui une 30aine d'années, je pense. Et Dominique, elle disait un message très fort et qui est encore plus fort quand il vient d'elle, dans le sens où elle dit, bah voilà, moi, des enfants malades, j'en vois tous les jours, et voilà, tant que vous êtes en bonne santé et que vous avez la possibilité de réaliser vos rêves, mais allez-y, quoi. Enfin, c'est vous-même qui vous mettez vos propres limites, go, quoi. Bah écoute, Charlotte, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour tous les apports merci à toi. Que tu as pu nous amener dans cet épisode. Et puis écoute, je te souhaite une bonne continuation, et puis de garder tout le sens que tu mets dans ta mission, dans tes missions. Merci beaucoup. Merci Sébastien, à bientôt. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes. Et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux. Et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.